Alors, donc première question, on est à peu près une demi-heure maintenant avant le début du spectacle. Ouais. Comment tu te sens, dans quel état d'esprit tu es avant de monter sur scène? Bah écoute, je me sens comme à chaque fois, je suis très heureux de jouer, très content de... J'adore ce métier en fait, vraiment ça me passionne, donc je suis impatient juste d'y aller quoi. J'ai envie de monter sur le plateau. Attention, les Bordelais sont très durs. C'est ce que tout le monde dit, mais moi j'ai déjà joué, j'ai joué dans plusieurs salles, le Trianon, j'ai joué en première partie de Stéphane Rousseau au Femina, et à chaque fois ça a été un vrai plaisir. Donc je pense qu'en fait les Bordelais sont exigeants, et c'est les mauvais artistes qui disent les Bordelais sont très durs. Enfin je dis ça avant le spectacle, ça se trouve je vais me prendre un fou, ils sont durs les Bordelais. Donc on va revenir un peu sur ton parcours. Donc avant de te lancer dans l'humour et dans le théâtre, tu as fait des études de sport. Donc, pour être prof? Oui, mais toujours dans l'objectif d'être humoriste en fait. Ouais. J'avais toujours cette envie-là. C'était un chemin de secours quoi. Bah ouais, complètement. En fait, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait une année de pharma avant aussi, parce que... Mais toujours, en fait, le truc, c'est que je me disais, alors quels sont les bons plans pour gagner un petit peu d'argent et pouvoir en parallèle faire un deuxième taf en fait, le métier d'humoriste. Et pharmacien ça me plaisait bien parce que voilà, et puis en fait comme j'ai échoué comme une merde parce que j'ai vraiment rien foutu de toute mon année, je me suis dit bon ça sert à rien, je vais rééchouer une deuxième fois, donc je me suis lancé en sport, et puis là j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, et sauf que je vais pas terminer du coup, je me suis juste dit bon bah allez, on va faire des blagues maintenant, on va faire du temps. Alors justement, quel genre de prof t'aurais été? T'aurais été le prof méchant qui... Non, je pense que j'aurais été, en fait j'aurais eu plusieurs étapes je pense, j'aurais été d'abord le prof très sympa, très marrant, qui rigole tout le temps avec tout le monde, et puis à un moment ça aurait été le bordel parce que j'aurais eu aucune autorité, il aurait fallu que je replace les trucs, et là j'aurais été un peu plus relou, je pense. Ouais. En général les élèves se laissent beaucoup de liberté avec les profs. Exactement. Je pense que t'étais un peu comme ça, non? Oui. Un peu, ouais. Donc t'as été au cours Florent. Alors moi on m'a dit qu'il y a au moins un élève qui pleure par semaine au cours Florent. Bah écoute, moi j'en ai pas vu. T'en as pas vu? Toi t'as pas craqué? Non, alors moi j'étais très... même un peu déçu en fait, je pensais qu'on bossait plus, je t'avoue, ouais. Parce que je suis arrivé avec vraiment l'envie de faire ce taf, moi c'était un truc... Et j'ai noté qu'il y avait pas mal de gens qui étaient avec nous dans notre cours, qui avaient juste l'envie d'être à la Starac quoi, tu vois, le côté un petit peu... voilà. Donc je pense que c'est ces gens-là qui pleurent, qui se disent mais je vais jamais y arriver. Alors que la réussite, c'est pas... Voilà, le bonheur c'est pas le bout du tunnel, c'est le tunnel. Donc... Chemin. Ça marche bien avec chemin. Tunnel, il y a un côté un peu... C'est ça. Donc on a l'impression que ça a été assez rapide finalement, ton chemin vers le succès, même si t'as eu quand même beaucoup de premières parties, etc. T'as beaucoup appris des gens, donc t'as fait les premières parties de Franck Dubosc, de Rousseau, des choses comme ça. Est-ce que t'as appris beaucoup de... J'ai pas appris beaucoup d'eux parce que chaque humoriste fait son propre métier. Après on est souvent influencé par les gens avec qui on travaille et tout ça, mais avec eux, en fait, ce que j'ai vraiment appris avec tous ces mecs-là qui faisaient des grosses salles, c'est à jouer devant des grandes salles. Chose que nous, on sait pas quand tu démarres devant... moi, j'ai joué combien de fois devant 4-5 personnes, tu vois. Donc c'est très dur de faire rire 4-5 personnes, c'est vraiment horrible. Mais du coup, il y a une différence mais vraiment énorme entre faire rire 4 personnes et faire rire un zénith. Donc c'est pas les mêmes métiers, ce qui fait que tu peux être très bon devant 4 personnes et pas être bon du tout devant 4000. Et c'est vraiment ça que j'ai appris au contact des mecs que j'ai côtoyés qui étaient vraiment très connus, c'est d'avoir l'opportunité de savoir jouer dans des grandes salles. Ce qui fait que quand j'ai progressé au niveau de notoriété, que les gens ont commencé à me connaître et qu'on a commencé à faire des belles salles, bon on n'est pas encore au stade des zéniths, hein, mais je sais même pas si ça m'excite en vrai. En vrai j'adore, le vrai truc, la jauge maximale dans laquelle j'ai rentré mon pied c'était l'Olympia. Après j'ai pris du plaisir dans des zéniths et tout ça, mais vraiment je crois que la jauge idéale ça reste... Donc tu laisses ça à Gad qui arrive, qui dit bonsoir et tout le monde crie pendant une demi-heure. Exactement, qu'il se fasse plaisir, ça m'intéresse pas. Alors justement, est-ce que même dans ces moments où tu jouais devant 4 personnes, tu croyais encore et tu disais je vais y arriver, je vais parce que moi mon objectif n'a pas été la réussite et il n'est toujours pas ça. Mon objectif c'est de faire rire les gens et d'être bon dans le moment présent. Ce qui m'intéresse c'est de faire des bonnes vannes, des bonnes trouvailles et que les gens se marrent. Après, c'est pas de ma faute s'ils sont beaucoup, s'ils sont pas beaucoup. Je peux pas décider de ça. Tu dis ça maintenant parce qu'il y a des gens qui viennent te voir, mais j'imagine qu'à l'époque il fallait que tu payes ta bouffe quoi. Oui, bah voilà, il y a ce côté là qui est frustrant et effectivement c'est beaucoup plus confortable maintenant.
Mais l'accident, il est aujourd'hui. Avant, c'était la normalité. Ramer devant personne, c'est normal. Maintenant, c'est anormal que... Mais oui, voilà, c'est quand même très curieux qu'il y ait plein de gens qui décident de venir me voir. À Bordeaux, en plus, où, tu vois, il y a dans plein de... Enfin, voilà, les tournées se passent super bien, et c'est ça qui est accidentel. En fait, la réussite, c'est un accident. Le fait d'entreprendre, là, on est les seuls responsables. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est d'entreprendre, de faire ce métier-là. Et après, derrière, il y a l'accident de la réussite qui est génial. Alors, on ne peut pas ne pas parler de On ne demande qu'à en rire, quand même. Je vois pas de quoi tu parles. Quelle émission J'en ai entendu parler. Donc c'est l'émission qui t'a fait connaître. Et qui revient d'ailleurs. Et qui revient, et c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour peut-être que tu feras un petit sketch, peut-être qu'on t'invitera. Écoute, on est en train de parler avec tous les anciens parce que, parce que je te cache pas que la production a envie de nous avoir aussi, et nous aussi. Enfin voilà, on est en train de chercher une manière pour revenir intelligemment. Alors, 97 points. C'est ton meilleur score. Ouais. J'imagine que tu te souviens de quel sketch c'était. C'était le chessboxing. Je suis très fier parce que c'était très très rare d'avoir des bonnes notes en stand-up dans cette émission. Moi j'ai vraiment ramé pour faire plusieurs sketchs au-dessus de 90. Je vais en faire 4 ou 5, tu vois. Alors que lui, Jérémy Ferrari, il arrive, il fait deux vannes sur Dieu et voilà. C'est facile. Passe-moi le sel, Brigitte. Voilà. Nous en stand-up, on prend des vrais risques. C'est facile, super. Mais c'est tellement ça. En fait, c'était très violent cette émission parce que le stand-up n'a pas été... ils comprenaient pas. En fait, le jury n'a jamais compris ce que c'était que le vrai stand-up. Ils voyaient ça, ils prenaient ça pour de la facilité et personne ne se rend compte de la difficulté qu'on a pour amener quelque chose et le rendre simple de cette manière-là. Et c'est pas grave, hein, ça me dérange pas, mais du coup, oui, ça a mis du temps avant que les gens comprennent et que le jury comprenne ce que je faisais. Et je suis content d'avoir insisté et d'avoir réussi à monter jusqu'à... Et ce thème t'a fait galérer, je sais plus quel thème c'était. C'est le chessboxing pour la première fois en France. Non, j'ai pas galéré du tout, je l'ai trouvé super marrant à traiter. Moi j'adore les sujets où il y a des trucs débiles comme ça. Et du chessboxing, c'était un mélange entre les échecs et de la boxe. Et donc je me suis simplement imaginé tous les trucs qu'on pouvait mélanger, qui allaient pas ensemble. Et donc ça m'a fait marrer, je l'ai écrit assez facilement celui-là. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquels je vais vraiment... Justement, c'est lequel qui t'a fait le plus galérer comme thème? Je crois, même, je pense que de tous les sujets, de toutes les émissions, de toutes les saisons, j'ai eu le sujet le plus difficile, j'en suis persuadé. C'est tombé sur toi. C'était la poissonnière recommande ses poissons de saison. J'ai ramé tellement et tous les autres, il n'y a personne qui voyait comment faire pour faire rire sur des poissons. Donc oui, en coulisses, vous voyez entre vous... Oui, on en discute et voilà, putain, tu sais pas ce qu'on peut faire, bah non, et puis t'as pas envie de venir en poissonnière, de faire « Ils sont bons les poissons !» Tu vois, c'est ridicule. Et donc voilà, j'ai beaucoup... Mais c'est un des sketchs dont je suis le plus fier, parce que du coup c'était devenu... J'avais fait un bon 95 dessus d'ailleurs. C'était devenu un moment où j'appelais les sushis pour avoir des conseils. Le chessboxing, comment tu l'avais ressenti? Tu t'attendais à ce que ça marche autant? Non, on s'attend jamais en fait, mais c'est pareil que sur scène, c'est-à-dire que t'écris en ayant envie de faire des choses bien, et puis après tu vois comment c'est ressenti. Parfois on a des idées qu'on a l'impression d'être des idées de génie, je sais pas si cette phrase est française, bon, triez et mettez dans le bon ordre les mots, mais ouais, des fois on a des idées, on se dit putain ça c'est absolument génial, et on monte sur scène avec et les gens sont ils hallucinent quoi. Il y a des idées comme ça, moi un truc que j'ai trouvé génial, c'est sur le mec qui a inventé la seconde, et qui se retrouve avec un pote à lui à expliquer ça c'est une seconde, et l'autre qui dit non ça c'est une chaise, non ça c'est une chaise, mais ça c'est une seconde. Et ça c'est une demi-seconde. Et donc d'avoir deux mecs qui comprennent pas du tout, puisque comme c'est pas quantifié, je trouvais ça hyper drôle, je l'ai fait sur un plateau, évidemment personne n'arrive. Je me suis retrouvé, voilà. Et le problème c'est que si on demande qu'à en rire, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et que du coup on devait faire que du sûr. Et j'aimais bien prendre ce genre de risque. Alors un autre gros risque que tu as pris, transition de fou, l'Olympia. Tu me bluffes. T'as vu ça un peu? L'Olympia, ouais, plus gros risque de ma carrière, je crois, vraiment. Alors, comment ça s'est passé? On te voyait sourire dans les vidéos que tu faisais, mais c'était pas pareil quand c'était coupé là. En vrai, c'était un travail monumental, et en même temps c'est génial parce que ça m'a apporté plein de choses derrière, et qu'en plus, ça m'a donné le cœur de faire des choses poussées. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est le plus gros risque qu'on puisse prendre, c'est-à-dire de faire un Olympia sans une promotion. Donc on a 90% de chances d'échouer. Et du coup, quand ça réussit, c'est vraiment le plaisir, il est extraordinaire, il est à la hauteur de l'enjeu quoi. Et nous on l'a rempli quoi, c'était complet, plein à craquer de payants, tout le monde avait payé sa place, même mes parents, c'est moi-même qui ai acheté les places pour mes parents, j'ai appelé l'Olympia pour leur demander des places, je les ai payées avec mes thunes. Enfin voilà, c'est marrant. Et puis en plus du coup c'est l'Olympia aussi, c'est un bon, puis on l'a filmé, donc j'ai un souvenir de pour le spectacle, j'ai tout de suite eu envie du coup d'en écrire un nouveau, et donc ça m'a mis dans un rythme de travail qui est vraiment que j'apprécie.
Donc j'imagine que le matin, quand on t'appelle, que tu bois ton café et que tu allumes ton portable pour checker tes mails et qu'on te dit bon ben l'Olympia est complet, j'imagine que le quotidien prend une tournure assez bizarre. En vrai j'étais très investi dedans, donc je savais exactement à la seconde près combien il restait de place dans la salle, sans arrêt. Et la salle était complète 24 heures avant. Donc je me suis retrouvé juste avec, effectivement, à suivre le samedi en me disant il va rester une trentaine de places, donc tu te dis ouais. Là c'est bon, normalement on est bien, enfin il y a peu de chances qu'il y ait 30 personnes qui veulent pas venir demain, ne serait-ce que pour voir l'Olympia. Il y a toujours, tu sais, à la dernière minute. Et la dernière semaine, en fait, tout est parti très très vite. On a eu un très très bon démarrage avec tous les gens qui voulaient absolument voir le spectacle. On a vendu 1000 places en 10 jours. Et puis ensuite, on était entre Noël et Nouvel An où personne n'achetait de place, hein, on va pas se mentir. Il y avait une sorte de... Et là, tu dis, ah merde, attends, c'est peut-être un peu grand. Et puis ensuite, c'est reparti très très vite. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et le but de base, c'était de faire des placements chers. Le but de base, c'était pour moi, c'était de réussir à trouver un moyen de faire une belle dernière. Et derrière, je me suis dit comment faire une belle dernière et de quelle manière le gérer. C'est-à-dire faire une salle normale avec de la promotion partout. Mes producteurs m'avaient dit non. Ils m'avaient dit écoute, franchement, c'est un risque. Nous, financièrement, en ce moment c'est la crise, on sait pas. Et donc je leur ai dit bah écoutez, si vous le faites pas, moi je le fais tout seul, je me démerde. Et quand je leur ai dit je le fais tout seul, ils m'ont dit bah ça nous intéresse en fait que tu le fasses tout seul. On est derrière et on te back up, mais tu te démerdes complètement. C'est-à-dire qu'on met aucun centime sur toute la. Oui, mais au final c'est un challenge génial. Et puis du coup moi je sors en me disant mais je suis pas dépendant de mes producteurs en fait. Il y a personne qui s'est battu à ma place, je me suis vraiment battu pour arriver jusqu'à ce stade de l'Olympia. Et en plus, je suis un artiste gentil, moi, tu me le disais tout à l'heure. Et donc du coup, non mais du coup je suis pas mal, j'ai beaucoup de potes humoristes qui me disent mais mec, tu sais, il y a un moment faut bouffer les gens. Et je suis persuadé qu'il faut pas. C'est pas forcément. Moi c'est vraiment pas ma manière de fonctionner. Mais du coup d'avoir réussi à remonter et d'avoir réussi à faire un Olympia en étant gentil, c'est un truc dont je suis très très fier. Alors après le théâtre, le cinéma, le 7ème art qui ouvre ses portes. Donc bon, tu as fait une brève apparition d'environ 1 seconde et demie dans Bref. Voilà. Comme tous les rôles principaux, d'accord. C'est ça. Et après, directement en grand écran, donc avec Fondy. Avec José Garcia, ouais. Alors l'histoire c'est très drôle, c'est que justement à l'Olympia, dans la salle, il y a la directrice de casting de Fondy qui voit le spectacle et qui se dit mais il serait bien lui en frangin de José Garcia. Et j'ai passé les auditions mais 3 jours après l'Olympia, c'était génial. Ça te tente pour la suite le cinéma ou tu restes sur scène? Oui, c'est vraiment très tentant, c'est très intéressant, c'est marrant, mais évidemment la scène m'intéresse plus, c'est beaucoup plus... Il y a plus de punch, il y a plus de vie, il y a plus d'enjeux, il y a plus de danger aussi. Ouais. Parce que c'est facile, on peut couper 1000 fois la scène. Bah ouais, après c'est compliqué aussi parce que finalement quand tu coupes 1000 fois, il y a quand même un technicien derrière sa caméra ou avec son micro qui fait j'ai des enfants à nourrir, mène-toi. Donc il y a quand même un autre enjeu, une autre difficulté. Mais le résultat est immédiat sur scène, c'est ça qui est génial. Si tu te trompes, t'as mis la caméra là. Excuse-moi. Je te suis. Non, il n'y a pas de... la scène, donc tous les soirs le même spectacle, partout en France. Justement, c'est ça l'astuce. Oui. Est-ce que tu peux me laisser finir de poser mes questions? Je sais très bien où tu veux en venir. Est-ce que tu t'en dis? Eh ben non, c'est pas ça ma question justement. Je rigole. Non mais en fait, je voulais te demander, est-ce que c'est facile de mettre... parce que bon, tu restes un homme quoi, t'as les problèmes que tout le monde a. Est-ce que c'est facile de mettre ces tracas de côté avant de monter sur scène tous les soirs? Ou justement, est-ce que ça aide à... Je crois que ça aide en fait, t'en as plus les tracas. Comme t'en as évidemment, je suis monté dans des conditions, un jour j'ai perdu quelqu'un de ma famille qui est mort d'un cancer dans la journée, et le soir tu montes sur scène. En vrai ça fait un bien fou parce que t'es concentré dans un truc, quand t'es triste, quand t'es malheureux, quand il y a des difficultés, t'as tendance à les ressasser, t'as tendance à les manger, t'as tendance à réfléchir à comment trouver des solutions. Peut-être que quand t'es sur un plateau, si tu t'arrêtes maintenant pour pleurer, les gens comprennent pas, ils s'en foutent. Enfin c'est pas qu'ils s'en foutent mais presque en fait, c'est quand tu viens t'asseoir voir un spectacle, personne ne peut se dire tiens ce soir j'espère qu'il lui est rien arrivé parce que voilà, non, les gens viennent avec leur propre sac de difficultés, ils s'assoient dans ta salle en se disant je vais prendre du plaisir. C'est des psys quoi. Et évidemment ils s'en foutent, c'est pas qu'ils s'en foutent, vraiment c'est pas le terme, mais c'est que ça les regarde pas en fait. Et eux ils ont déjà leur propre tracas. Et donc nous on est obligé de les oublier pour leur faire oublier les leurs. Et en fin de compte c'est très très bon. Tous les moments où j'ai été malheureux, qui sont très rares, je suis vraiment très optimiste dans ma vie, mais tous les moments où j'ai été malheureux, j'ai eu besoin de monter sur scène. Et ma femme me le dit souvent, quand tu sais il y a des périodes où c'est pas facile, elle me dit mais c'est juste t'as pas joué depuis 3 jours. Il fait pas chier, prends un micro, va dans un bar. Il te faudrait une salle avec du public à côté de chez toi en cas de dépression. Et heureusement il y en a beaucoup à Paris, il y a beaucoup d'endroits où tu peux jouer. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une journée typique de Verino?
Bah, elle est tout le temps différente ma journée parce que j'ai vraiment... Alors, il y a des trucs qui sont très réglés, hein, notamment le réveil de mon fils qui se lève lui à 7h du mat, donc quelle que soit la veille, que j'ai décidé de boire un coup avec des potes, que j'ai décidé de jouer, que j'ai décidé de traîner, il est de toute façon debout à 7h, donc je suis debout à 7h. Je m'en occupe parce que ma femme part très tôt bosser, donc je m'en occupe de 7h jusqu'à 9h. À 9h, je vais le déposer soit chez la nounou, soit à la crèche. Et puis à partir de 9h, je travaille, souvent j'écris, parfois je regarde des vidéos, je me renseigne sur des trucs, ou j'ai des rendez-vous, énormément de rendez-vous, ou des entretiens avec des journalistes, donc il peut se passer plein de trucs différents. Et puis en général, le midi, j'essaye de déjeuner, de caler des rendez-vous aussi, en déjeuner avec la prod ou avec... Donc il n'y a pas de journée de type en fait, hein. C'est ça qui est horrible, et c'est ça qui est génial à la fois. Voilà, c'est que tous les jours, du coup je suis en travail en permanence, parce que ça arrive même le dimanche, hein. C'est que je peux jouer le dimanche soir, je peux avoir des rencarts l'après-midi d'un dimanche pour taffer, pour finir d'écrire mes sketchs pour une émission, ou des trucs que tu as à rendre. Donc tu travailles vraiment 7 jours sur 7. Et c'est ce que tu disais un jour, je me souviens, c'est 23 heures de travail pour 1 heure, enfin 2 heures, 22 heures de travail pour 2 heures de plaisir. Ouais, c'est vraiment ça quoi. Tu taffes toute la journée et tu kiffes quand t'es sur le plateau. Voilà, c'est ça. Et que là les gens font il a l'air tellement heureux. Je sais. Ouais, c'est ça, en vrai c'est un travail monumental, mais ça vaut le coup vraiment. Il y a une question que je pose dans tous mes interviews, parce que le succès et le rapport au succès c'est un sujet que je traite souvent. Est-ce que tu te souviens, alors attention il va falloir remonter loin là, est-ce que tu te souviens la première fois qu'un fan ou une fan t'a demandé une photo ou un autographe et qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Non, je me souviens pas précisément parce que justement quand j'ai fait les premières parties de tous les mecs connus dont on parlait tout à l'heure, souvent à la sortie du spectacle il y a des gens qui venaient me prendre en photo, mais on peut pas les considérer comme fans. Mais tu te souviens quand même du premier mec qui était là? Je me souviens de la première personne qui m'a arrêté dans le métro pour me dire mais mais j'adore ton taf! Et j'étais vraiment zéro connu. Je jouais dans une toute petite salle et j'avais fait un plateau d'artistes. Il y a beaucoup de plateaux où je te disais où tu peux jouer 5 minutes et j'en faisais énormément moi pour que les gens me découvrent sur 5 minutes et aient envie de venir voir le spectacle. Et donc j'en faisais énormément. Et un jour il y a quelqu'un dans le métro qui m'a arrêté en me disant mais j'adore, mais je t'avais vu au Changeman Comedy Club, ça s'appelle. C'était à Ménilmontant dans une salle de 100 places et où il y a souvent 15 personnes et où on peut faire 5-10 minutes et je le faisais vraiment le plus souvent possible pour jouer le plus possible. Et cette femme là m'a reconnu dans le métro quoi. Et donc ça je m'en souviens très très bien. Et j'ai fait c'est normal. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. Et encore aujourd'hui en fait moi je prends encore le métro et tout ça. Tu vois, t'es pas Gad Elmaleh quoi encore. Il n'y a pas de gens qui... Enfin, c'est-à-dire que sur une population, il y a 20% de personnes qui me reconnaissent. Donc je marche dans la rue, je pense, allez, on doit me reconnaître 2-3 fois par jour. Et les gens qui me reconnaissent, c'est déjà pas forcément fait ah. Il y en a aussi qui font ah tiens c'est le mec. Et puis voilà, qui tracent. Donc j'ai pas de... C'est pas dérangeant en plus. Et t'as jamais eu de fan hystérique en pleurs? Parfois, si ça... fait quoi c'est quoi ta réaction face à ça? Et j'essaie de normaliser le truc en fait, parce que je comprends qu'on puisse être dans... Enfin, je comprends qu'on puisse aimer et tout ça, mais c'est aussi de la projection forcément. C'est qu'on fantasme des tas de choses sur la personne, on s'imagine plein de trucs, et il y a 90% de chances que je ne corresponde pas au rêve de la personne qui vient me hurler dans les oreilles. Il est modeste. Et donc, et oui, parce que c'est facile pendant 1 heure de faire le kéké, mais va te trimballer un humoriste au quotidien, je te le dis. Va te trimballer un mec qui réfléchit sans arrêt, qui fera attends, putain, alors dans ce sens-là ou dans ce sens-là, les mots. Et les gens se rendent pas compte de ce que c'est derrière. Et on n'est pas tous hyper sympas et on n'est pas tous hyper heureux en permanence. Et donc c'est ce que j'ai envie de dire aux personnes qui viennent maintenant. J'ai pas envie de leur casser non plus tout ce truc-là. Parfois il vaut mieux garder l'image. Parce que j'imagine que tu as des idoles aussi devant qui tu serais complètement foufou d'être. Je ne sais pas, non, j'ai des gens dont je respecte énormément le travail, mais... Après je pense que ça correspond au caractère. Si on est... Ouais, à mon avis. Et puis aussi je suis à un stade où j'analyse moi ce travail-là. C'est comme toi, enfin je sais pas où t'en es dans ta carrière journalistique, mais il y a peut-être des gens au début tu te dis waouh c'est génial, puis après tu te rends compte au fur et à mesure, tu dis ah tiens il a utilisé ça comme truc là il fait sa transition de cette manière, d'accord en fait c'est un être humain, c'est pas juste un dieu. Alors, si tu serais un pays. Si t'étais un pays. C'est ce que j'étais en train de me dire. D'accord, je vais ranger ma caméra, je vais m'en aller très vite. J'ai fait elle en plus. Si j'étais un pays, c'est vrai, putain, félicitations. Si j'étais un pays, je sais pas ce que je serais. J'ai un pote qui a une très bonne vanne là-dessus, qui
Je sais même plus quel pays il sort, mais un pays pas connu du tout. Il dit voilà, je suis dans cette catégorie-là de l'Estonie, tu vois, quelqu'un sait, on sait qu'il est là, mais on sait pas trop où c'est. Moi, si j'étais un pays, j'aimerais bien la France, je crois que ça me correspond pas mal. Mais sans français dedans. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui gueulent tout le temps, mais sinon la beauté de la France, j'aime bien. Ouais. Comme disent beaucoup de Bordelais, on aime Bordeaux mais pas les Bordelais. Ah oui, d'accord. Moi la première. Si tu étais un autre humoriste de On ne demande qu'à en rire. Il y en a beaucoup dont je respecte le travail, mais il y a personne que j'aurais envie d'être en fait. Je crois que ils sont tous nuls. Verino, c'est bien. Ouais, Non, parce que je fais exactement ce que j'ai envie de oui, faire en fait. Ça. Mais j'adore, pareil, je suis vraiment fan du travail d'Arnaud de sa mère, de Ben. Je suis fanissime de Ben, mais vraiment. Et je trouve qu'il aurait dû venir plus tôt parce qu'il aurait pu prendre plus de place dans l'émission. Enfin, de toute façon, ce sera, j'imagine, le cas bientôt. Mais vraiment, c'est un mec que j'ai vraiment toujours admiré, quoi. Un membre du jury. Qu'est-ce qu'elle est chiante Camille avec ces questions. C'est compliqué un membre du jury parce que j'aimerais pas être jury en fait, je déteste ça. Ouais, des fois, on t'avait proposé, il y avait 4 membres de la... Non, il m'avait pas proposé du tout. Et de toute façon, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. J'ai dû être jury dans un festival et j'arrive pas à me décider moi, entre les humoristes. Lui il est gentil, il est très drôle, machin. Bon, le seul truc que j'ai pu faire, c'est tu vois, ce soir je vais à Bordeaux et justement j'ai pris une première partie, Maxime Gasteuil qui est d'ici, et que j'ai découvert dans le festival dans lequel j'étais jury. Un instrument de musique. Le violon, j'adore. T'en joues? Non. Un livre. De la science-fiction. Là, je suis sur Flashback de Dan Simmons. Le mot de la fin, tu prends un mot et tu le dis. C'est que tu veux. Est-ce que tout le monde dit mot ou pas? Mot. C'est la première fois que je fais ça. C'est vrai? Fais ce que tu veux, écoute. Écoute, voilà, mot. Comme ça, les autres, ils copieront. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Bon spectacle. Et, merci beaucoup. Voilà. Merci. Tout à l'heure, j'essaye de mettre mon coude comme ça, et en fait, là, je mal foutu. C'est dommage, c'est un échec. On peut pas être bon partout. T'as envie d'être détendu, tu vas te faire ouais, écoutez.